Eh bien, bonjour encore une fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, mais surtout l'accession à la sérénité, à la sagesse, à l'éveil, à l'extase, au nirvana. Voilà le cadre dans lequel je travaille. Donc cette évolution de l'humanité, cette finalité, on pourrait dire, de l'humanité, je ne sais pas si c'est la finalité décisive ou si c'est la fin juste du moment où on aura besoin du temps pour évoluer. Mais en tout cas, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles d'évolution pour atteindre cet état. Mais nous sommes en chemin vers cet état de perfection. On construit cette perfection sans le savoir. On l'ignore pour l'instant. Mais depuis qu'on s'est séparé des autres primates, on travaille essentiellement à avancer vers cette finalité, curieusement. Voilà. Alors, pour faire évoluer un petit peu cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des bouquins que je découvre. Et là, c'est de Norman O'Brown, Eros et Thanatos. Et dans la partie qu'il consacre au temps. Et donc, je vais reprendre la lecture. Là, il est question de Freud dans cette réflexion. Elle est super intéressante. C'est la 10e ou 11e peut-être vidéo que je fais à ce sujet. Donc, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez avoir toutes les vidéos qui ont été faites sur cet ouvrage-là que j'ai fait précédemment, il y a 2-3 semaines peut-être, quelque chose comme ça, peut-être davantage, sur le site. Et elles sont peut-être même plus explicites, parce que là c'est un petit peu compliqué. Je reprends la lecture, je l'ai abandonnée pendant un moment, et donc je ne sais plus trop où j'en suis. Il faut que je retrouve le fil, c'est assez compliqué. Voilà. Alors en tout cas, je vais lire et on va voir quel est le rapport avec justement l'histoire, avec le temps, avec Hegel, avec Freud et avec l'histoire du nirvana. Alors la science existentialiste est en train de découvrir un Hegel plus humain, un Hegel psychologue, cherchant à transcender la traditionnelle paranoïa des philosophes et à découvrir l'essence de l'homme, non dans la pensée, mais dans les désirs et les souffrances des hommes. Alors, pourquoi il y aurait cette traditionnelle paranoïa des philosophes? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ça a du sens peut-être. En tout cas, je ne sais pas. Ça ne me parle pas. Voilà. Hegel a fait 2 tentatives systématiques pour saisir l'essence de l'homme. Dans la première, il identifiait l'homme avec l'amour. Alors, chercher l'essence de l'homme, c'est un petit peu ce que fait aussi Freud avec le désir de mort, l'instinct de mort, l'instinct de vie, etc. C'est aller chercher à la racine qu'est-ce qui anime un être humain, en somme. Et là, pour Hegel, dans la première partie, il identifiait l'homme avec l'amour, et dans la seconde, avec la mort. Et alors, selon ma théorie, parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire cette théorie, il y a donc 24 ans maintenant, fin 1999, ça s'appelait « Théorie de l'unification de l'humanité par l'amour ». Parce que je pensais que l'évolution, c'était on évoluait vers l'amour absolu. Mais en fait, c'est ça, c'est toujours ça. Maintenant, ça a un peu évolué, disons que c'est devenu l'évolution vers l'extase, vers l'éveil, le nirvana, etc. Mais c'est le sommet de l'amour. Pour avoir vécu cette expérience, plus tard, après avoir découvert cette théorie, quelques mois après,
Et accidentellement, eh ben, je sais que l'état d'extase, c'est un état d'amour absolu. Mais d'amour, voilà, il n'y a pas l'équivalent de l'amour, de cet amour-là, dans la vie ordinaire, dans l'état de conscience ordinaire. Il faut être dans l'état de conscience extatique pour ressentir la puissance et la fulgurance et le degré de cet amour-là. Et effectivement, c'est lié à l'amour, mais c'est l'extase en même temps, voilà. Mais ce sont que des termes en réalité. La réalité, c'est des sensations. C'est pas, le terme n'a pas de... C'est secondaire, le terme. Donc la pensée de Hegel passait donc ainsi d'Eros à la mort, d'Eros à Thanatos, quoi, en somme. Le couple qui forme l'essence de la nature humaine, d'après la récente théorie freudienne des instincts. Donc c'était très proche, en fait. Il rapproche ces deux. Et ça, c'est très rare. Hein. C'est pour ça que cet ouvrage, c'est une mine d'or, quoi. C'est un truc incroyable. Hein. Il a été écrit en 1960, mais la puissance de la pensée de cet homme, la Norman Brown, c'est hallucinant. Et ce fut seulement dans sa seconde tentative, quand il identifia l'homme avec la mort, que Hegel fut en mesure de concevoir l'homme comme étant essentiellement un créateur d'histoire. Alors pourquoi la mort a un lien avec l'histoire? En tout cas, c'est clair qu'à partir du moment où on a pris conscience qu'on était mortel, le fait d'être conscient qu'on est mortel, on va vouloir rendre immortel quelque chose. Ça va être l'humanité, ça va être ce qu'on fait, ça va être notre art, ça va être les empreintes dans les grottes d'Altamira ou ailleurs des hommes préhistoriques. Ça participe de ça. Le fait d'essayer de pérenniser ce qu'on apprend, la culture d'abord oralement, etc., de vouloir faire vivre l'humanité, de vouloir faire vivre et accumuler les connaissances et la naissance de l'écriture, etc., tout ça. L'ordinateur aujourd'hui pour accumuler ces connaissances, pour les engranger. Bref, c'est une lutte contre la mortalité, en somme. Oui, c'est vrai, on veut pérenniser cette chose-là. Donc, il y a bien un lien avec cet instinct, le poids de la mort dans le travail que nous fournissons pour rendre immortelle cette humanité. Voilà. Et alors, ça n'empêche pas qu'il y a aussi le désir de mort derrière qui nous fait frôler avec la destruction de l'humanité. C'est hallucinant quand on y réfléchit. Donc là, ceux qui sont en train de mettre en danger, c'est-à-dire l'Occident et les Russes de l'autre côté, et les Ukrainiens, ceux qui sont en train de mettre en danger la possibilité de la survie sur cette planète, parce qu'une déflagration, on n'est pas loin de cette possibilité, eh ben, ils sont dans l'instinct de mort. Il y a quelque chose qui les conduit à pouvoir s'amuser avec ses limites, parce que c'est hallucinant. Quand on y réfléchit, ça viendrait à l'idée de personne dans le peuple d'aller dans d'amener l'humanité à cette limite-là. Comment se fait-il qu'il y ait des hommes qui soient aptes à aller vers ça? Et en plus, ils font partie de l'humanité, donc ils ont un sens. Il y a un sens ils apportent quelque chose à l'évolution de l'humanité. Le fait de nous amener à fleur de cette peur de l'autodestruction, qu'est-ce que ça amène dans la pensée humaine? Est-ce que c'est aussi pour développer son inverse, c'est-à-dire trouver des protections pour que rien n'arrive plus dans l'avenir, qu'on soit plus obligé de se retrouver dans ces moments charnières où il peut y avoir un désastre? Donc là, il doit y avoir tout un tas de gens qui réfléchissent, qui travaillent
pour contredire, pour bloquer ce genre de choses actuellement. Donc voilà, au début de sa carrière, Hegel, imbu du romantisme sentimental de la période du Sturm und Drang, voyait dans le microcosme de l'amour la réalité du désir humain et de l'action humaine. Je le comprends tout à fait, bien sûr, mais ça, je ne savais pas qu'il avait mis l'amour dans ce travail, ce Hegel. Hegel, pour moi, c'est un génie absolu. Par la suite, évoluant dans la même direction que Goethe, quand il écrivit le second Faust, il voyait la réalité de l'action humaine dans le macrocosme de l'histoire. Donc il a travaillé au microcosme et au macrocosme. Donc il avait une vision globale de l'évolution humaine. 2 points. L'homme appartient à cette unique espèce animale dont l'essence n'est pas liée à son existence comme celle des autres animaux, mais se développe dans la dialectique du temps historique. En exposant sa théorie selon laquelle l'homme est l'animal qui possède une histoire, Hegel découvrit qu'il s'était trompé jusqu'alors en identifiant l'homme avec l'amour. C'est incroyable. L'amour n'est qu'un bref moment dans la vie des amants et demeure une expérience subjective intérieure, laissant intact le macrocosme de l'histoire. Mais c'est là où, si on parle de l'amour dans la conscience ordinaire, oui, bien sûr, que c'est ça, l'amour passe, l'amour arrive, on aime telle chose, on aime tel être, telle personne, et puis ça disparaît, et parfois ça, miraculeusement, ça dure toute une existence, mais globalement, voilà, on sait que c'est pas quelque chose d'intemporel qui traverse tout le temps. Donc, effectivement, mais l'amour à son plus haut degré, c'est-à-dire l'extase, l'éveil, le nirvana, là, il est indéflectible, il est invariable, il est plus... c'est quelque chose qui peut être totalement pérennisé à ce moment-là. L'histoire humaine ne peut être considérée comme le déroulement de l'amour humain. Et pourtant, c'est ça. Pourtant, l'histoire humaine, comme c'est bien l'humain. Sur la mécanique universelle, il y a un chapitre qui parle de l'amour, justement. Et donc, à un certain moment, j'en fais un petit peu la généalogie. L'amour, l'essence de l'amour est dans tout. Il est dans un bout de tôle, dans une feuille, dans un être humain, dans un animal. L'essence de l'amour est entière et totale dans chaque particule élémentaire. C'est là. Mais l'expression de l'amour, eh ben, il évolue à l'intérieur du vivant. Il s'exprime dans les premières molécules, dans les premières cellules, dans les premières formes de vie, dans le virus, dans les, je sais pas, enfin, toutes les premières formes de vie, il est présent. Dans l'éponge, dans les bactéries, etc. Il y a de l'amour, il y a de l'interaction. Les bactéries sont capables de commensalisme, sont capables de symbiose, d'osmose, etc. Mais de neutralisme aussi, d'antagonisme aussi, certaines. Donc, elles ont tout le panel déjà que l'être humain peut exprimer. On est tous dans ces 5 ou 6 catégories. On est soit dans le neutralisme avec les autres, on leur parle pas, on est là. Soit on est dans l'antagonisme, on n'aime pas ce voisin, on est en bagarre contre lui ou l'étranger, et l'étranger réciproquement. On est dans le commensalisme. Moi, j'apporte du bien à l'autre, l'autre, il n'a pas besoin de m'envoyer autre chose, ou lui, il m'apporte quelque chose et moi, je reste indifférent. Après, il y a la symbiose, c'est-à-dire les deux s'apportent mutuellement quelque chose de positif pour l'autre.
de bienveillant. Et puis, il y a l'osmose. L'osmose, c'est la fusion de deux. Il y a tellement d'amour que ça devient. Donc ça existe déjà là. Et progressivement, il y a la montée progressive vers l'expression de l'amour. Le corps, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Sinon, j'arrête là et je fais la démonstration sur celle-ci. Donc, on retrouve cette évolution de l'amour dans le fait que, par exemple, l'œuf ce que nous étions dans notre histoire, nous avons été reptiles, etc. Il y a toute cette avancée. Donc, le reptile, dans sa relation avec son petit, c'est à travers un œuf. Donc, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de dur qu'il a dans son corps. Et puis, bon, le crocodile, il va enterrer ses œufs quelque part, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'amour et tout ça. Mais le contact physique, il est faible dans cette chose-là. Il passe la carapace, c'est beaucoup plus dur. C'est pas le même truc. Chez l'homme, l'œuf, il est devenu, il y a plus de carapace, il y a plus de coquille. La femme porte son enfant complètement directement sur son ventre. Elle est en contact direct avec. Donc c'est une évolution dans la sensation de l'amour qui passe. Et puis l'être humain finit par avoir des relations humaines, des relations d'amour avec ses enfants toute son existence. C'est peut-être pas le cas dans le règne animal précédent. Donc c'est pas une question qu'on est meilleur ou il n'y a pas de ces questions-là, mais c'est que le degré de l'amour évolue à travers le vivant. Entre la première bactérie et nous, il y a une évolution de l'expression de l'amour. L'essence de l'amour est le même. On a la même essence d'amour que la bactérie. On est constitué exactement de la même essence d'amour, mais arrivé dans son expression la plus haute chez l'homme, ça devient l'extase, ça devient l'éveil, ça devient, etc. Le sommet de l'amour. Et il peut commencer, on le retrouve dans le livre de Platon. Le banquet, c'est la montée progressive de l'amour vers son absolu. Au début, c'est l'amour sexuel, l'amour des objets, des choses, etc. Et puis ça monte et ça vient à Diotime. Et Diotime, elle parle de l'amour absolu. Voilà. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo et on en reprend une dans la foulée. Je vous remercie. Donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, c'est universel ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous envoyer le lien à vos amis, etc., etc. Voilà, vous pouvez faire tout ça. Et puis, laissez des commentaires, j'y réponds systématiquement. Et puis, allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre tout ça. Il y a toujours le lien sous les vidéos. Merci en tout cas de votre présence. À bientôt.